Nous poursuivons cette série de vidéos par la correction du premier exercice consacré au régime transitoire. Donc, c'est normalement un exercice que vous allez faire pendant la 4e séance de TD. Et donc cet exercice porte sur la génération d'une étincelle d'allumage dans une bougie. Alors c'est pas réellement la création de l'étincelle qu'on va étudier, c'est plutôt le dispositif électrique dans lequel on retrouve une bobine et qui va servir pour créer les conditions nécessaires à la génération d'une étincelle. Donc on vous présente le schéma électrique du dispositif avec une source de tension E de 12 volts, donc la fameuse batterie de voiture mais idéalisée cette fois, sans résistance interne, un interrupteur K qu'on va pouvoir ouvrir et fermer à volonté, et donc deux branches en parallèle derrière cet interrupteur, une résistance grand R d'assez forte valeur, 10 kΩ, en parallèle avec un circuit petit r L avec une résistance petit r de 6 ohms, donc une valeur assez faible, en série avec une inductance L de 0,1 Henry, et donc là le fait est que 0,1 Henry c'est déjà une inductance assez significative. Donc au passage, la résistance petite r, ça peut être essentiellement la résistance de la bobine elle-même, parce qu'on peut être amené pour obtenir une inductance de cette valeur là d'utiliser un fil assez fin avec un grand nombre de spires, parce que c'est une bobine comme son nom l'indique et comme le symbole le montre, c'est un conducteur spiralé, et donc il faut faire un grand nombre de tours pour obtenir une inductance significative, et pour que ça prenne un volume assez raisonnable, on utilise du fil fin assez long, et donc on obtient, même si c'est du cuivre, des résistances non négligeables. Donc voilà le dispositif que nous allons étudier. Donc première question, on vous dit que l'on ferme l'interrupteur K à un instant que l'on prendra comme origine des temps, donc à t égale à 0. Calculer l'évolution du courant I grand R dans la résistance grand R, et calculer l'évolution du courant I grand L dans l'inductance L. Représenter ces courbes d'évolution sur un même graphe à la même échelle. Donc, première chose, lorsqu'on ferme K, on a ce circuit-là. Donc, la résistance grand R va voir à ses bornes une tension V qui est égale à E, qui est une constante, et donc on va avoir un courant I grand R qui va respecter la loi d'Ohm, c'est-à-dire V sur R, et donc dans le cas qui nous occupe, E sur grand R, c'est-à-dire une constante. Et donc cette constante, l'application numérique, nous donne I grand R est égal à grand I grand R, c'est une constante, égale à 12 sur 10 000. Et donc ça va donner du 1,2 milliampères. Donc premier courant, facile à évaluer. En fait, qu'on soit en régime transitoire ou en régime continu, une résistance, on a tout simplement proportionnalité de la tension avec du courant. Donc si on a une tension constante, on aura un courant constant. Les choses seront un petit peu différentes avec la deuxième branche. Ici, on a un circuit qui vit sa vie indépendamment du premier, il est alimenté par la même tension et il va absorber un certain courant.
qui est régie par une équation qui sera légèrement différente. En fait, on va avoir un courant qui ne va pas être constant, pour la simple et bonne raison que la tension E sera égale à RIL plus VL. Or, VL, la loi de comportement d'une bobine, c'est que la tension à ces bornes est égale à L dI, la dérivée du courant qui la traverse par rapport au temps. Donc L dIL sur dt. Ce qui conduit à l'équation suivante, E est égal à RIL plus L dIL sur dt. Et donc cette équation est une équation différentielle du premier ordre à second membre constant. Alors le second membre, ici c'est le premier, hein, c'est le membre de gauche. Normalement, ce qui fait une équation différentielle, c'est le fait d'avoir une variable que l'on souhaite connaître, en l'occurrence le courant, qui apparaît avec ses dérivées. Dérivée première, dérivée seconde, dérivée énième, de manière générale, avec des coefficients devant chacun des termes. Et donc si ces coefficients sont constants, c'est, on va dire, la forme la plus sympathique des équations différentielles, linéaire à coefficient constant. Et le fait d'avoir la dérivée d'ordre maximal égale à 1, c'est une équation du premier ordre. Si on avait une dérivée seconde, on aurait une équation du second ordre. Donc ça, généralement, on n'a pas trop le temps de s'y attarder en TD. Je corrigerai quand même un des exercices de TD où on voit apparaître une équation du second ordre, mais ça n'est pas forcément des choses que vous retrouverez au moment de l'examen. Et donc une équation différentielle, elle peut être dite homogène si on a le membre où on a la variable recherchée et ses dérivées. On fait la somme et c'est égal à 0, donc là on parle d'équation homogène. Et puis ensuite, si le second membre n'est pas nul, il y a différents cas de figure qui peuvent être traités assez facilement. Si le second membre est constant, les méthodes de recherche de solutions sont assez simples. Et il y a un autre grand cas de figure que l'on étudiera et qui est assez utile en pratique, hein, c'est le régime sinusoïdal, si le second membre est sinusoïdal. Donc là, en l'occurrence, c'est un second membre constant. Et pour pouvoir résoudre l'équation différentielle, on a tendance à la mettre sous une forme canonique, on va dire sous une forme standard qui facilite sa résolution. Donc là, l'UVPS 94, c'est pas une UV de mathématiques. En termes de résolution d'équations différentielles, on va se contenter d'appliquer des recettes de cuisine entre guillemets. On met en forme un problème physique, on le caractérise, et on le met sous forme d'équation et on met l'équation sous une forme telle que ça va faciliter sa résolution à partir d'un formulaire. Donc là, dans le Moodle de l'UV, vous avez un formulaire pour résoudre les équations différentielles et il est écrit de telle manière que pour pouvoir résoudre une équation différentielle, il est plus commode de la mettre sous une forme particulière. La forme particulière canonique que l'on considérera ici, ça consistera à faire en sorte qu'on ait un 1 devant le terme non dérivé du membre de droite ici. Donc le RIL, il va falloir multiplier les deux membres par un coefficient tel qu'on aura une fois IL. Donc là c'est très simple, hein, il suffit de diviser de chaque côté par R, par petit r, ou de multiplier par 1 sur petit r. Donc ce qui nous donne IL plus L sur petit r DIL sur dt est égal à E sur petit r. Et donc ça, c'est l'équation différentielle dont on aura besoin pour résoudre le problème. Alors,
à un petit détail près, l'équation différentielle n'est pas encore suffisante pour pouvoir répondre à la question. Une équation différentielle nécessite, pour être résolue, de poser une ou des conditions initiales. Donc, pour une équation du premier ordre, une condition initiale. Donc je mettrai en abrégé CI pour condition initiale. En fait, on a besoin d'autant de conditions initiales que l'ordre du système que l'on étudie. Quand on a une équation différentielle du deuxième ordre, il faut 2 conditions initiales. Pour une équation du troisième ordre, 3 conditions initiales, etc., etc. Donc là, la condition initiale, elle est pas clairement indiquée dans le problème. Généralement, si le circuit n'est pas alimenté depuis longtemps, on peut raisonnablement admettre que IL de 0 est égal à 0. Donc ça, c'est la condition initiale que l'on retiendra ici. Il est logique que dans un circuit électrique qui n'est pas alimenté, il n'y ait pas de courant dedans. Donc le courant IL de 0 est égal à 0. À partir de là, on va dérouler une méthode de résolution de l'équation différentielle IL plus L sur R DIL sur DT égale à E sur petit r, avec IL de 0 égale à 0. Donc c'est le problème que l'on souhaite résoudre. Donc ce problème, mathématiquement, généralement, enfin donc même plutôt physiquement, le L sur R, on lui donne un nom, on appelle ça taux, c'est ce qu'on appelle la constante de temps. C'est homogène à un temps. Ce qui est logique parce qu'on a un courant plus quelque chose qui doit être homogène à un courant qui doit être égal à un courant. DIL sur DT, c'est une variation de courant par rapport à un temps, donc c'est des ampères par seconde. Et donc des ampères par seconde multipliés par quelque chose, pour que ça donne des ampères, il faut que ce soit des secondes. Donc L sur R, c'est une durée, qui d'ailleurs peut être calculée. On a taux qui vaut 0,1 Henri divisé par 6 ohms, et donc c'est à peu près égal à 16,7 millisecondes. Donc à partir de là, on peut dérouler la résolution. IL de t va se mettre sous la forme de deux termes. Une solution dite homogène, donc solution de l'équation différentielle avec un second membre égal à 0, plus une solution particulière. Donc une solution particulière qui, ici, c'est pas écrit n'importe comment, grand IL de P, c'est une constante.
fait, quand on a un second membre constant, on s'attend à avoir une solution particulière constante. Or, une solution particulière, elle vérifie l'équation. Donc, ça veut dire que ILP plus L sur R fois D de ILP sur DT est égal à E sur R. Or, si c'est une constante, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc, l'équation se résume à ILP plus taux fois 0 est égal à E sur petit r. Conclusion, ILP est égal à E sur petit r. Donc, très simple à écrire, la solution particulière. Et la solution homogène, il suffit d'aller chercher dans un formulaire pour trouver que ILH de t est de la forme A exponentielle de moins t sur taux. Conclusion, IL de t est égal à A exponentielle de moins t sur taux plus E sur R. Et ce qui donne IL de 0 égale à A plus E sur R. Or, IL de 0 doit être égal à 0. Donc en fait, le point important, c'est que la solution homogène, que ce soit une solution d'équation du premier ordre ou de deuxième ordre, elle est toujours paramétrée. Donc on voit apparaître taux qui est parfaitement défini, mais il y a toujours des paramètres indéterminés qui vont être ajustés pour satisfaire les conditions initiales. Et donc là, en l'occurrence, c'est un paramètre à ajuster. Fonction de la condition initiale. Le coefficient A. Donc là, je n'avais pas prévu de slide pour continuer le calcul et pour répondre au tracé de courbe. Donc, je continue ici. Donc A doit être égal à moins E sur R. Ce qui fait que IL de T va être égal à E sur R, facteur de 1, moins exponentielle de moins T sur taux. Donc au passage, que vaut E sur R? Donc taux, je rappelle, ça vaut à peu près 16,7 millisecondes. Et E sur R, c'est égal à 12 sur 6, il me semble. Donc, c'est-à-dire 2 ampères. Donc, 2 fois 1 moins exponentielle de moins t sur 0,0. Non, à peu près, parce que c'est 6, etc. Donc voilà le résultat. Et rappel, IR de t est égal à 1,2 milliampères. Donc c'est une constante. Donc en termes de tracé, vu que c'est ça qu'on nous demande, bon, c'est pas super bien dessiné. Je devrais investir dans une règle. Donc le tracé, il est assez simple. Alors je vais peut-être prendre un trait rouge pour IL. Donc asymptotiquement, en fait, exponentielle de moins t sur taux, quand t va tendre vers l'infini, ça va tendre vers 0. Hein. Et donc il va rester 2 fois 1, donc 2. Donc c'est la valeur que va tendre asymptotiquement, vers laquelle va tendre asymptotiquement le courant IL. Et le courant IL à t égale à 0, il vaut 0. Hein. Donc avant t égale à 0, on avait 0. Après t égale à 0, on va tendre asymptotiquement vers 2.
Et donc ça va varier comme ça. Voilà. Donc IL de T varie comme ceci. Et en ce qui concerne la constante de temps taux, en fait, elle est quelque part par là. Donc il y a deux méthodes pour identifier la constante de temps taux. Mesurer le temps nécessaire pour atteindre 63% de la valeur finale. Donc ça c'est la méthode un peu pragmatique pour évaluer la constante de temps. Parce que donc avec des appareils de mesure, un oscilloscope par exemple, quand vous faites une acquisition temporelle du signal, vous pouvez utiliser des curseurs sur des oscilloscopes modernes et mesurer la variation complète, en prendre 63%, et ensuite une fois que vous avez placé votre curseur exactement à la bonne hauteur, utiliser des curseurs verticaux pour aligner entre l'origine des temps et le point d'intersection avec la valeur 63% de la valeur finale, et le temps mesuré vaut taux. Donc ça c'est quelque chose de concrètement utilisable sur un appareil de mesure comme un oscilloscope. La méthode mathématique qui est parfaitement valable mais qui n'est malheureusement pas utilisable expérimentalement, c'est de tracer la droite tangente à l'origine de la courbe, et donc cette droite tangente, si on la prolonge, normalement, je vais même pas tricher, elle intercepte l'asymptote AT égale taux. Mathématiquement, vous pouvez le vérifier, hein. Vous faites la dérivée de IL de t et vous calculez le temps nécessaire pour que la droite atteigne la valeur finale, et vous allez tomber sur taux. Donc voilà pour ce qui est de donc là c'est, je précise, tangente à l'origine. Et en ce qui concerne IR de t, bah, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on précise bien, on le fait à la même échelle. Donc en fait, ça a l'air d'être quelque chose qui vaut 0, mais qui ne vaut en fait pas 0. Si on fait un zoom, voilà à quoi ça va ressembler. Donc un zoom. IR de t. Avant t égale à 0, on a effectivement 0, et après t égale à 0, on a 1,2 milliampères, mais donc c'est moins d'un millième de la valeur asymptotique de IL de t, donc c'est quasiment inobservable. Enfin, c'est pas quasiment inobservable, c'est inobservable sur l'écran d'un oscilloscope. Alors là, je ne l'ai pas forcément bien dessiné, c'est censé être parfaitement constant, hein. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du tracé. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire. On a résolu notre première équation différentielle du premier ordre avec un circuit RL et une résistance grand R qui, elle, se comporte instantanément comme, enfin ça s'étudie comme en régime continu, le courant s'établit instantanément. Donc, question 2, quelles sont les valeurs atteintes par ces deux courants au bout d'un temps très long? Quand peut-on dire qu'on a attendu un temps assez long pour pouvoir considérer que ce temps est très long? Donc, première chose, IR de t, donc la limite de IR de t quand t tend vers l'infini, c'est TIR égale à 1,2 milliampères. Temps nécessaire, aucun, entre guillemets, enfin, dès que on ferme l'interrupteur, on a ce courant là.
un temps infinitésimal suffit pour atteindre la valeur finale. En ce qui concerne la limite de IL de t, quand t tend vers l'infini, eh bien c'est E sur petit r. Alors là au passage c'est E sur grand R. Et donc ici c'est E sur petit r et ça vaut 2 ampères. Temps nécessaire. Alors mathématiquement, il faut un temps infiniment long pour que ce soit atteint. L'asymptote n'est jamais atteinte en pratique, en théorie, et en pratique non plus d'ailleurs, mais bon, la différence entre la valeur instantanée et la valeur asymptotique, elle est indiscernable concrètement en pratique. Donc là, c'est vraiment du qualitatif. On considère un temps de 3 taux ou de 5 taux. En fait, quand on réinjecte t égale 3 taux dans la formule, on atteint 95% de la valeur finale. Quand on met 5 taux, on atteint 99% de la valeur finale. Alors après, tout dépend du niveau de rigueur que vous fixez pour considérer qu'on a effectivement atteint la valeur finale. 3 taux ou 5 taux, en règle générale, c'est admis comme étant des valeurs satisfaisantes pour considérer qu'on a atteint l'asymptote. Et c'est d'autant plus vrai en pratique que de toute façon, une mesure, elle est entachée d'incertitude. Alors 5% ça fait beaucoup, mais 1% c'est déjà assez faible. Il y a des appareils de mesure, enfin des mesures de courant qui sont de toute façon moins précises que 1%. Donc vous ne pourrez pas faire la différence entre 99% et 100% avec un appareil de mesure de ce type-là. Alors, maintenant qu'on a analysé ce qui s'est passé une fois l'interrupteur fermé, et au bout de combien de temps on peut considérer que le régime établi est atteint. Alors au passage, un temps long, j'ai oublié de faire l'application numérique, 3 taux, ça vaut combien? Bien, ça vaut 50 millisecondes. Et 5 taux, décidément, j'ai des problèmes de clavier. Donc 5 taux, ça fait à peu près 83,3 millisecondes. Donc à l'échelle humaine, on peut pas vraiment dire que c'est un temps très long. C'est un temps très long à l'échelle du circuit électrique, mais c'est un temps très court à l'échelle humaine. Alors que l'on avait atteint le régime établi, on ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il alors? Y a-t-il un courant dans la bobine? Y a-t-il un courant dans la résistance? Donc, on a, je rappelle, une batterie et donc un interrupteur. Donc forcément, donc là je le note I, le courant qui vient de la batterie. Et donc si K s'ouvre, I égale à 0. Or, I est égal à IR plus IL. Donc on pourrait se dire, ça tombe à 0, bah, les deux tombent à 0. Mais
en fait, on n'a pas le droit de dire ça. Donc, la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est que IR plus IL sera égal à 0. Ça, c'est vrai. Mais ni IR ni IL ne sont nuls. Pourquoi? Eh bien, en fait, IL, donc je rappelle, VL est égal à L DIL sur DT. Donc IL, c'est égal à 1 sur L intégrale de VL de taux des taux. Alors, pour être rigoureux, on va poser IL de T et on va partir de 0. On va nouvel instant T égale à 0. Donc de 0 à T et donc plus IL de 0. Le résultat de cette relation, c'est que si vous admettez que IL est obtenu par intégration d'une fonction, IL est une fonction continue du temps. Alors, en fait, une intégrale, au sens des fonctions, fait qu'on a une fonction continue. On pourrait imaginer quelque chose d'un petit peu plus exotique qu'une fonction qu'on mettrait à l'intérieur de l'intégrale pour avoir une discontinuité de IL. Ça s'appelle des distributions de Dirac par exemple. Donc ça c'est un modèle mathématique de quelque chose qui est plutôt une approximation de la réalité. Normalement le courant IL ne peut pas subir de discontinuité et donc là en l'occurrence il n'en subit pas. Or IL de 0 moins doit être égal à IL de 0 plus. Alors le moins c'est avant fermeture, avant ouverture, pardon. Et ici c'est après. Donc avant et après. Et comme on sait que on était en régime établi, la valeur du courant est de 2 ampères. Donc en fait, on se retrouve dans la situation où on a un circuit constitué de grand R, petit r et L qui est autonome. En fait, toute la partie gauche avec la source de tension E et l'interrupteur, c'est comme si c'était plus là. Hein. On a 3 composants passifs, mais avec une condition initiale qui est IL de 0 égale à 0. Alors, donc là, est-ce que j'ai répondu à la question? Donc, y a-t-il du courant dans la bobine? La réponse est oui. Et y a-t-il un courant dans la résistance? La réponse est oui, parce que donc s'il y a un courant IL, il y a forcément un courant IR. IR est égal à moins IL. Donc, on a 2 ampères dans IL, et donc on a moins 2 ampères dans IR. Enfin, pour IR. Donc, la réponse est oui. Oui. Donc calculer les évolutions de ces deux courants, IR et IL. Donc là, je dessine uniquement ce qui est intéressant dans le schéma, savoir grand R, petit l. Je note IL, je note pas IR. Je note juste que IR est égal à moins IL. Pas besoin de garder deux variables qui sont liées par une relation aussi simple.
Et je me contente de noter que j'ai une équation, j'ai une maille. Donc là, je peux noter que j'ai RIL. Comme le courant descend ici, il remonte là, IL. Et donc là, je vais avoir grand R, IL. Et dernière chose, donc on est en convention récepteur pour la bobine, VL est égal à L DIL sur DT. Donc ça nous permet de poser l'équation. L'équation de maille. Donc la maille, je la fais partir comme ça. Donc L DIL sur DT plus RIL plus, parce que tout est dans le sens du parcours, grand R IL égale à 0. Donc là on peut mettre en facteur, hein, j'ai petit r plus grand R fois IL. Je mets sous forme canonique, donc en fait il faut qu'il y ait un 1 devant IL, donc je divise des deux côtés l'équation par petit r plus grand R, et donc ça me donne L divisé par petit r plus grand R, DIL sur DT plus IL égale à 0. Ça c'est mon équation différentielle, où je peux identifier une constante de temps qui est différente de la constante de temps précédente. Je la note tau prime, et tau prime, donc là je peux en faire une évaluation numérique. J'ai 0,1 Henri divisé par 10 000 plus 6. Et donc on peut négliger les 100 les 6 ohms devant les 10 kOhms, et j'ai tout simplement 10 microsecondes à peu près. Enfin, c'est une très bonne approximation. Donc là, la constante de temps est nettement plus courte. Et comme pour la première partie, il ne faut pas oublier la condition initiale. Mais la condition initiale, on l'a déjà notée. IL de 0 dans cette nouvelle phase où on a remis le compteur du temps à 0, c'est 2 ampères. Et donc, on a une solution qui est uniquement la solution homogène. Donc, il n'y a même pas besoin de mettre IL de t égale ILH de t plus ILP de t, ou ILP. Il y a juste IL de t égale à A exponentielle de moins t sur tau prime. Et donc, avec un A qui doit vérifier la condition initiale de 2 ampères. Donc, en fait, c'est 2 exponentielle de moins t sur tau prime. Et IR est égal à l'opposé, hein, donc il n'y a rien de nouveau. Alors je vais rajouter un slide pour continuer, pour faire le tracé, parce que j'ai pas assez de place. Donc IL de t égale à 2 exponentielle de moins t sur tau prime, avec tau prime égale à 10 microsecondes. Et IR de t est égal à moins 2 exponentielle de moins t sur tau prime. Et donc là, rappel, on avait pendant la première phase, donc IL de t qui partait de 0 pour atteindre 2 ampères. Donc il tendait asymptotiquement vers cette valeur-là. Et donc ouverture de cas, fermeture de cas, et puis en ce qui concerne IR de t, ici on avait 0,
ici on a 1,2 milliampères, absolument impossible à observer. Et là, le résultat très remarquable, c'est que le courant, il chute. Donc là, j'exagère un peu la durée, parce qu'en fait, c'est quasiment inobservable, hein. La durée, elle est quasiment instantanée. 10 microsecondes par rapport à 16,7 millisecondes, c'est vraiment très 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 court. Donc en fait, on devrait voir quelque chose de quasiment vertical. Et on retourne à 0. Jusqu'à ce qu'on referme K. Et le résultat que l'on a par contre, qui est remarquable, c'est que même si ça dure très peu de temps, le courant IR, il est l'exact opposé de IL. Donc on a moins 2 ampères. Donc d'ailleurs je l'ai fait un peu lent à redescendre, c'est l'exact symétrique, hein, de la courbe rouge. Et donc là, quand on ne s'intéresse qu'au courant, on ne voit pas forcément très bien l'intérêt que ça peut avoir. L'intérêt que ça peut avoir, c'est en s'intéressant à la tension présente aux bornes de ce circuit. Donc je reviens au schéma. La tension V, elle est représentée, c'est celle qui est aux bornes de R et de petit r L. Donc on a, donc je représente K quand même, parce qu'on va nous demander VK aussi, E. Donc je vais noter VK comme ça. Ensuite je rajoute R, la bobine, la résistance petit r et la bobine L. Et donc la tension V, c'est cette tension là. Et bien IR, IL, en fait V, il est plus simple d'utiliser IR pour l'exprimer. On a tout simplement V est égal à R IR. Or IR est égal à moins IL, donc on va avoir à moins R fois 2 exponentielle de moins t sur tau prime. Et là, c'est là qu'on voit quelque chose d'assez significatif. Moins 2 fois grand R. R est égal à 10 kilo ohms. Conclusion, V est égal à moins 20 10 puissance 3 exponentielle de moins t sur tau prime. 20 kilovolts. Alors ça a beau ne pas durer longtemps, on a une tension extrêmement élevée qui apparaît aux bornes de la résistance grand R. Et donc, à partir de là, on peut aussi écrire VK. V plus VK est égal à E. Donc si on écrit la loi des mailles, on a V plus VK moins E égale à 0. Donc là, j'ai pris un raccourci, j'ai posé V plus VK égale à E. Donc VK est égal à E moins V. Et donc, on va avoir du 12 moins 20, moins 20, donc plus 20, 10 puissance 3, exponentielle de moins t sur tau prime. Donc on peut négliger les 12 volts, mais donc on va avoir un peu plus de 20 kV présents aux bornes de l'interrupteur. Et donc c'est tout naturellement que on vous pose la question, que va-t-il se passer dans l'interrupteur? L'interrupteur, c'est en fait deux pièces métalliques en vis-à-vis avec de l'air entre les deux. Quand on ouvre l'interrupteur, l'isolant qui se trouve entre les deux, c'est de l'air. Normalement, si c'est pas un interrupteur étanche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un champ électrique extrêmement intense
Donc vous avez deux pièces métalliques en vis-à-vis avec une distance D extrêmement faible et avec une tension V extrêmement élevée. Le champ électrique E en fait c'est des volts par mètre. Donc plus vous avez une distance faible à tension donnée, plus le champ va être intense. Donc à moins d'avoir un interrupteur gigantesque où vous écartez les lames de manière extrême, et vous avez intérêt à le faire vite d'ailleurs, parce que donc, ça dure pas longtemps, et donc en 20 microsecondes il faut arriver à écarter les lames suffisamment pour éviter un souci, et même la montée en tension elle est théoriquement instantanée. Donc vous allez avoir un champ extrêmement intense qui a des propriétés, typiquement vous allez être capable de créer un arc électrique dans l'air. C'est pas la faible distance entre les deux électrodes qui va empêcher le courant de passer. Et donc vous allez créer un arc électrique. Dans un interrupteur standard, ça risque de mal se passer parce que c'est pas fait pour, et donc vous allez abîmer l'interrupteur en faisant fondre localement le métal et éroder. Vous n'allez pas forcément détruire l'interrupteur au premier déclenchement, mais vous allez rapidement le faire vieillir parce que le métal va être de moins en moins lisse et de plus en plus entamé. Donc c'est pas satisfaisant. Donc pour éviter ce problème, on place en parallèle de l'interrupteur une bougie d'allumage. Donc en fait, vous avez le circuit qui est celui-là. Et donc le symbole, c'est ce qu'on appelle un symbole d'éclateur à gaz. Ce symbole-là, c'est vraiment deux pointes en vis-à-vis. Et donc vous allez créer une fragilité d'un point de vue isolation électrique par rapport à l'interrupteur. L'arc électrique va préférentiellement se faire dans la bougie plutôt que dans l'interrupteur, et donc c'est pas l'interrupteur qui va être abîmé. Normalement la bougie elle est faite pour ça, avec des matériaux adaptés pour supporter les arcs électriques. Et donc pour faire en sorte que l'arc se forme préférentiellement sur ces pointes, c'est précisément qu'on va utiliser des pointes. La forme géométrique du conducteur va directement avoir un impact sur l'intensité du champ électrique présent localement. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. C'est d'ailleurs pour ça que les paratonnerres sont pointus. Ça a tendance à attirer la foudre parce que localement le champ va devenir intense, plus intense qu'ailleurs, et c'est là que l'arc va se former préférentiellement. Et donc l'interrupteur il est là que pour déclencher en temps utile la bougie. Donc en fait lorsque le moteur tourne, vous allez actionner l'interrupteur au rythme de la rotation du moteur, et le reste du circuit va faire la surtension et l'étincelle qui va bien. Et donc voilà le principe du moteur à explosion à essence, parce que donc, ces bougies d'allumage c'est dans les moteurs essence, il n'y en a pas dans les moteurs diesel. Et donc c'est une invention qui est due à quelqu'un qui s'appelle Étienne Lenoir, qui a inventé ça en 1876. Donc c'est un inventeur belge, dont vous pouvez voir la photo ici, du 19e siècle, qui a entre autres choses inventé la bougie d'allumage. Donc voilà pour ce premier exercice sur le régime transitoire, et donc je vous invite à, à suivre l'exercice suivant qui sera le dual. Là on a créé une surtension avec une bobine, et dans l'exercice suivant on va créer une surintensité entre guillemets grâce à un condensateur.